Bonjour, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je souhaitais à tous ceux que j'ai pas eu ou qui n'ont pas reçu mon petit message ou ma vidéo, souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année. Et donc, je suis ravi de vous voir tous ici connectés. Et comme vous voyez, dès 2021, on reprend on reprend les masterclass avec Didier Marteau. Je vous dirais un petit mot rapidement sur lui avant de débuter cette masterclass. Allons au sujet qui nous intéresse ce soir. Donc tout d'abord, je voulais remercier Didier Marteau qui est l'initiative de cette masterclass. Alors, je ne ferai pas tout le curriculum de Didier Marteau qui est immense et il a une page Wikipédia. Donc vous pouvez aller voir tout son parcours professionnel, académique, entre autres, donc professeur à l'ESCP et surtout, j'en suis très fier, professeur aussi chez Financia depuis quelques années. Donc certains d'entre vous ont déjà eu ou vont en tout cas l'avoir. Et donc on a la chance d'avoir, je dirais quasiment comme l'ensemble de nos professeurs, un très grand professeur, très reconnu dans la théorie des options, mais pas seulement, entre autres, multiples sujets. Et donc, Didier Marteau va aujourd'hui aborder, en thème de masterclass, qui va payer suite au Covid. Question intéressante, question qui nous intéresse à tous, question très difficile, parce que question pas seulement économique, mais question aussi politique. Donc, je pense qu'on va pouvoir garder un petit moment, passer un bon moment ensemble. Je demanderai à tout le monde de couper les caméras et les micros pour avoir le meilleur flux. Et puis, comme maintenant c'est une tradition à la fin de masterclass, je vous invite à poser vos questions sur le côté dans conversation. Je ferai une petite synthèse à la fin pour clôturer notre programme qui finira aux alentours de 20 heures à peu près. Et comme ça, on pourra échanger avec Didier Marteau. Donc, Didier, merci encore, merci énormément. Et donc, je te passe la parole. D'accord, merci Alfonso et merci à toi aussi de m'accueillir, bien évidemment. Alors, attends, je vais déjà, voilà. Est-ce que vous avez la présentation sur l'écran? Non. Non, alors déjà, c'est mal parti. Alors, on va recommencer. Alors, évidemment, on l'avait tout à l'heure. Alors, lien Zoom. Bon. Ah, alors je suis un peu ennuyé. Bon, je vous demande 2 minutes, on va essayer. Parce qu'oralement, j'ai beaucoup de données et de tableaux. Ça va être compliqué sans message. Alors, je ne comprends pas. Je vais me reconnecter sur le lien. Voilà. Voilà. Alors là, moi, je vous vois tous. Écran partagé. Financière. Je crois qu'on va y arriver. Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est en train de commencer, c'est bon. Merveilleux. Donc, si je me mets en grand écran, ouais, c'est encore mieux. Ouais. Ça va? Bon. Parfait. Et bien alors, bonjour à chacun. Je vais développer mon exposé en 2 parties. La première partie sera consacrée à une estimation des dépenses à financer, avant de voir qui financera et comment on financera. Je pense que c'est pas mal de réfléchir sur le montant des dépenses à financer, d'autant que tous les jours, on évoquait il y a un instant avec Alfonso, il y a des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards qui apparaissent, dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent. Donc, je pense que la première étape de notre réflexion, c'est quel est le montant des dépenses en 2020 jusqu'ici et qui est à l'origine de ces dépenses. Une fois qu'on aura identifié les acteurs, nous pourrons réfléchir sur le mode de financement. Et lorsqu'il y a comme ça des dépenses exceptionnelles, si je reprends ce que disait Ricardo, pour financer les dépenses de guerre, il y a 2 solutions extrêmes qui sont l'impôt ou la dette. Et une fois qu'on aura dit l'un ou l'autre et qu'on aura dit probablement la dette, eh bien, quel type de dette, qui la remboursera, comment sera-t-elle remboursée, quel sera son coupon, sa maturité? Voilà les questions que l'on va se poser. Alors, 2 parties, comme je le disais. D'abord, la difficile équation du cumul des dépenses.
Il y a 5 acteurs publics qui sont impliqués pour réaliser ces dépenses, nous le verrons. Il y a des dépenses de nature différente qui sont souvent cumulées alors qu'elles ne sont pas cumulables. Donc, première partie de mon exposé. Et deuxième partie, impôt ou dette. Et puis ensuite, si c'est la dette, comment financer et qui la remboursera. Alors, les 5 acteurs qui en fait ont engagé des dépenses pour lutter contre les effets économiques de la crise du Covid sont le Trésor, bien sûr, la Banque centrale européenne, la Commission européenne, le Mécanisme européen de stabilité et la Banque européenne d'investissement. Donc, ce sont les 5 acteurs publics qui sont à l'origine des dépenses que l'on annonce tous les jours à raison de milliards ou de dizaines de milliards, ou pour la Banque centrale, de milliards de milliards. Évidemment, ces dépenses ne sont en aucune manière, même si elles le sont souvent par les journalistes, voire par certains responsables politiques, elles ne sont absolument pas cumulables. D'abord, regardons un instant les dépenses du Trésor. Je vais vous montrer tout à l'heure une phrase de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui indique que depuis mars 2020, nous avons mis sur la table, c'est son expression, 450 milliards. Il y a une autre lecture budgétaire sur les dépenses qui arrive à un chiffre de 80 milliards, donc très différent. L'écart s'explique et je vous l'expliquerai dans un instant. La Banque centrale européenne a mis sur la table 3200 milliards. Mais attention, ces 3200 milliards n'ont rien à voir avec les dépenses pour le financement du chômage partiel, par exemple. En fait, c'est essentiellement de l'achat d'actifs aux banques. Et donc, entre l'achat d'actifs aux banques et le financement du chômage partiel, évidemment, les dépenses sont de nature complètement différente et les additionner n'a aucun sens. Donc, je vous montrerai ce que veut dire que la Banque centrale a apporté 3200 milliards et comment ceux-ci ont été très partiellement injectés dans l'économie réelle. La Commission européenne, vous le savez, suite à l'accord entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, a lancé un plan de 750 milliards, composé pour partie de garantie, pour partie de prêts. Alors, vous voyez, typiquement, quand on dit 750 milliards, vous avez une partie qui sont des prêts, vous avez une partie, non pas des subventions, mais je me suis trompé ici, qui sont, non pas des garanties, pardon, mais des subventions. Mécanisme européen de stabilité, c'est un organisme qui fournit des prêts aux États, qui en particulier a aidé la Grèce lorsqu'elle a eu des difficultés, et puis ensuite la Banque européenne d'investissement. Et donc, on va voir le rôle de chacun de ces acteurs, les dépenses qu'il a réalisées, et puis on essaiera de les additionner dans la mesure du possible, sachant qu'ils ne sont pas additionnables. On verra ce qu'on peut faire. Donc, les 5 acteurs. Je vous parlais tout à l'heure de la phrase de Bruno Le Maire. Depuis le mois de mars, si l'on prend l'intégralité des mesures budgétaires et de soutien, l'État a mis 450 milliards d'euros sur la table. C'est le ministre de l'économie, vous écoutez, vous dites donc qu'il y a 450 milliards d'euros qui ont été dépensés, soit 20% de la richesse nationale, puisque vous êtes en majorité étudiant, je suis professeur. Déjà, en fait, je pense qu'il parle du produit intérieur brut, qui est la création de richesse, et non pas la richesse. La richesse, c'est un stock, et le produit intérieur brut, c'est l'augmentation de ce stock. Donc, ce n'est pas 20% de la richesse, ce serait, j'imagine, dans sa logique, 20% du produit intérieur brut. En effet, comme le produit intérieur brut en 2019 se promenait aux alentours de 2400 milliards d'euros, 20%, ça fait les 450 milliards, donc en fait, c'est 20% du PIB. Et ensuite, il évoque le problème de la dette, parce que, en effet, personne ne parle aujourd'hui d'impôts Covid pour financer, mais on parle d'endettement. Et la question est, quand est-ce qu'il faudra rembourser? Pas maintenant, dit-il. Oui, il faudra rembourser. La dette perpétuelle n'existe pas. Alors ça, c'est pas vrai, on peut parfaitement émettre une dette perpétuelle, c'est-à-dire une dette qui n'est jamais remboursée. Mais celui qui l'achète, d'abord, il peut la revendre. Donc, évidemment, il ne va pas attendre jusqu'à la fin de sa vie, en tout cas à la fin de la dette qui est perpétuelle, pour la revendre, puisqu'elle ne sera jamais revendue. Mais il touchera en attendant des coupons. Et puis, il peut évidemment la revendre. Donc, en fait, je vous signale que l'Espagne a lancé une dette perpétuelle, pas sur un montant énorme, mais une dette perpétuelle pour financer le Covid. Donc, c'est possible aussi de lancer une dette perpétuelle. Vous voyez que juste ce simple discours du ministre de l'économie est quand même relativement flou. Que sont ces 450 milliards mis sur la table? Pourquoi on n'émettrait pas une dette perpétuelle pour les rembourser? Voilà les questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors, sur les dépenses, je crois qu'il faut être très clair sur les dépenses. Il y a 5 types de dépenses. Quand on vous parle de dépenses,
10 milliards, 20 milliards, 2000 milliards, du trésor, parce que là, je m'intéresse en fait au trésor. Il y a 5 types de dépenses. Il y a des dépenses avec un impact sur le budget, c'est-à-dire qui augmente le déficit. Le trésor dépense plus. C'est principalement le financement du chômage à temps partiel et puis le fonds de solidarité. Donc voilà des types de vraies dépenses du trésor qui augmentent le déficit. Le deuxième effet, c'est bien sûr de cette crise, c'est la baisse des recettes budgétaires. Quand vous additionnez l'augmentation des dépenses et la baisse des recettes, vous allez trouver un montant qui d'ailleurs est proche de 130 milliards, mais on le détaillera, d'euros, donc pas du tout les 450 milliards dont parle Bruno Le Maire, mais vous avez en gros, on le verra tout à l'heure, vous aurez 75 à 80 milliards de dépenses en 2020 liées à la crise du Covid, donc de dépenses marginales. Vous aurez à peu près 50 milliards de recettes en moins, et principalement, évidemment, l'impôt sur les sociétés, parce que l'impôt sur le revenu, quand vous verrez la dernière loi de finances rectificative, les recettes ont très peu baissé parce que finalement, grâce au chômage à temps partiel, les revenus des ménages n'ont jusqu'à présent pas beaucoup baissé, en tout cas de manière macroéconomique. Bien, donc là, vous êtes à 130 milliards, on va dire. Il y a aussi autre chose que Bruno Le Maire additionne, c'est les reports de charges. Mais le report de charges, ce n'est pas une dépense budgétaire, sauf si un jour, le report de charges se transforme en annulation des charges. Et donc, en effet, vous avez à peu près 50 milliards de report de charges, mais ce n'est absolument pas cumulable avec une dépense. C'est simplement le transfert dans le temps de recettes de la part de l'État. Et vous voyez qu'on additionne ce report avec les deux premiers postes. Ensuite, les garanties. Eh bien, dans les 450 milliards, je reproche strictement rien au ministre de l'économie, parce que finalement, tout le monde dit un peu la même chose. Mais il s'agit, vous avez 315 milliards de garanties. Donc, sur les 450 milliards dont parle Bruno Le Maire, 315 milliards, ce sont des garanties apportées par le Trésor. C'est quoi une garantie apportée par le Trésor? C'est tout simplement de dire aux banques, eh bien, prêtez, vous savez, les fameux prêts, les PGE, prêts garantis par l'État, et si vos emprunteurs ne vous remboursent pas, eh bien, moi, État, je me substituerai à eux pour vous rembourser. 315 milliards. Mais reconnaissez que ces 315 milliards, on pense par exemple de financement du chômage à temps partiel. Et puis, le dernier poste budgétaire, la dernière chose assimilée à des dépenses, c'est des prêts. Et là encore, un prêt n'est pas cumulable avec une dépense. Donc finalement, quand on additionne tous ces chiffres, dépenses avec impact budgétaire, baisse des recettes, report de charges, garantie, prêt, on obtient un chiffre qui n'a aucun sens économique. Qui peut être rassurant, c'est mieux de dire que l'État a mis sur la table 450 milliards que juste 80 milliards, mais en réalité, c'est un chiffre qui n'a pour un économiste aucun sens. Juste un petit test, est-ce que vous m'entendez bien? Je voudrais m'assurer que la connexion Internet est bonne. Oui. Oui. Oui, on vous entend bien. Oui, d'accord. Oui, ça va. Parfait. Alors, mise en perspective de ces 450 milliards dont a parlé Bruno Le Maire, vous savez que quand on vote le budget, une fois par an, voté en décembre 2019, c'était le budget 2020, et ce budget, lorsqu'il y a des dépenses exceptionnelles ou une baisse des recettes ou une augmentation exceptionnelle, on procède à ce qu'on appelle une loi de finances rectificative. Alors, c'est relativement rare, mais ça se produit quand, comme ça s'est fait en 2020, il y a des modifications importantes, soit du niveau des dépenses, Ça bug par moment. à attendre, soit du niveau des recettes. Pardon, ça bug? Ah. Et là, donc, parce que je peux éventuellement, mais alors j'aurais plus la vidéo, me déplacer dans un endroit où il y aurait une meilleure connexion. Est-ce que ça va ou c'est un problème? Vous me dites, hein? Non, ça va, c'est simplement qu'il y a des petits bugs et des petits sauts par moment avec le son. Ah, bon, Ne vous voulez que je change d'endroit ou ça? C'est un fil. Non, Si ça devient… il y a eu un petit bug, c'est tout. Il n'y en a eu qu'un seul. Bon, merci beaucoup. Parfait. Alors, en attendant les prochains, donc, les 450 milliards… Oui, alors, donc, je parlais de la loi de finances rectificatives. Figurez-vous qu'il y en a eu 4 en 2020. C'est-à-dire, on a changé 4 fois le budget. Et la dernière loi de finances, la 4e,
a été votée le 30 novembre 2020, donc récemment. Et voilà ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que les dépenses budgétaires par rapport au budget voté en décembre 2019, donc vraiment ce qui a été en plus en 2020, eh bien, enfin jusqu'en novembre, c'est 78 milliards. Donc vous voyez, ce n'est pas 450. Le Trésor français aura dépensé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est rien, parce que le budget qui avait été voté en décembre 2019, c'était 93 milliards pour l'année 2020. Bon, alors déjà, on va doubler le déficit, mais ce n'est pas les 450 milliards. Le report de charges, c'est-à-dire le report des cotisations sociales versées par les entreprises, c'est 53 milliards, mais qui ne sont pas additionnables pour moi, pas du tout, enfin pour personne d'ailleurs, ça ne devrait pas l'être. Et enfin, l'enveloppe de garantie. Vous savez que le Trésor français a garanti, je l'ai dit il y a un instant, des prêts bancaires, donc les fameux PGE, prêts garantis par l'État, qui ne sont pas des dépenses, qui sont des dépenses conditionnelles. Si les emprunteurs ne remboursent pas, eh bien, le montant de l'enveloppe de garantie, c'est 315. Donc, quand vous additionnez des dépenses, des reports de charges et une enveloppe de garantie, vous obtenez le chiffre de 450 milliards d'euros que l'on dit mis sur la table, mais dans la réalité, les vraies dépenses du Trésor, c'est-à-dire le financement du chômage à temps partiel principalement, le fonds de solidarité, ça n'est, selon les chiffres officiels, que 78 milliards d'euros. Alors, si vous regardez maintenant, peut-être pas ici tout de suite, mais tranquillement quand vous aurez chez vous, je vous invite à consulter ce document, qui est le document officiel de Bercy, qui nous donne justement, de manière synthétique, l'évolution des dépenses et des recettes liées à cette crise. Alors, PLFR 4, c'est projet de loi de finances révisé. 4, la quatrième. Et vous voyez que les dépenses, c'est la première ligne, seront pour 2000. La loi de finances, c'est la première colonne de gauche, votée en décembre 2019, on était à 400 milliards. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est tout bêtement que l'écart par rapport à la loi de finances, c'est l'avant-dernière colonne, c'est 78 milliards. 478 moins 400, voilà. Donc, c'est les 78 que j'évoquais tout à l'heure. Donc, pour le Trésor, cette crise, elle a entraîné des dépenses supplémentaires qu'il faudra financer. Et là, ce sera la deuxième partie de la question, de 78 milliards, mais pas de 450. Dans les 450, il y a 315 de garanties qui ne sont pas à financer. Il y a des reports de charges qui créeront peut-être un besoin de financement, mais qui ne sont pas dans le déficit. Et ensuite, quand vous lisez un peu plus bas en vert les recettes fiscales, vous voyez que les recettes fiscales, elles sont attendues à 249, projet de loi de finances révisé, 249 milliards, alors qu'au départ, loi de finances, première colonne de gauche, c'était 293 milliards. Donc, on a en gros 44 milliards de recettes en moins. Si vous lisez un petit peu, il faut faire un peu de comptabilité publique. En gros, vous aurez 50 milliards en moins de recettes. Et quand vous additionnez 50 milliards de recettes en moins, impôts sur les sociétés principalement, et 78 milliards de dépenses en plus, vous obtenez 130 milliards. Exactement, si vous lisez la dernière ligne, solde de l'État révisé, écart par rapport à la loi de finances, 129,8 milliards. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous voulez avoir une idée bien claire sur ce qui se passe en ce moment, le déficit budgétaire voté à 93 milliards, première colonne de gauche, en décembre 2019, sera finalement augmenté, accru de 130 milliards. C'est les fameux 80 milliards de dépenses et les 50 milliards de recettes en moins. Donc, il va falloir financer 130 milliards. Et voilà. Et donc, en plus, le budget voté, c'est-à-dire 93 milliards. Sur le slide d'après, alors moi, j'ai toujours un signal m'indiquant que ma connexion Internet est instable. Je ne sais pas si… j'espère que vous écoutez ou vous entendez quand même. Voilà. Juste un millième de seconde sur cette slide. Mais je vous invite à regarder ces documents parce qu'ils sont très riches. Vous voyez que ce qui baisse surtout, vous voyez la colonne à droite, écart par rapport à la loi de finances, donc par rapport à ce qu'on avait voté en décembre 2019, c'est surtout l'impôt sur les sociétés. Puisque l'impôt sur les sociétés, qu'on avait voté à 48 milliards de recettes, première colonne à gauche, impôt sur la société, deuxième ligne, ne sera que de 32 milliards. Et donc, vous avez 15 milliards en moins, c'est quand même en fait à peu près 30% en moins de baisse de l'impôt sur les sociétés. Vous voyez que l'impôt sur le revenu, première ligne, diminue peu. On attendait 75 milliards, c'est le premier poste de recettes fiscales, l'impôt sur le revenu. Et finalement,
on n'en aura que 73,2, donc un écart de 2 milliards. Donc, c'est surtout l'impôt sur les sociétés qui en fait, et puis bien sûr la TVA, j'ai oublié de le noter quand même, puisque la consommation baissant, les recettes de TVA vont aussi diminuer. Voilà, donc là vous avez le détail de la baisse des recettes d'environ 40 milliards dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Bon, donc ça déjà, c'est le Trésor. On a la tête bien faite, on dit le Trésor, c'est un déficit qui augmente de 130 milliards à financer. C'est aussi des reports de charges, mais qui ne sont pas dans le déficit, c'est juste un report de charges. Et puis, c'est des garanties, mais les garanties, ce n'est pas non plus des dépenses. Voilà, donc le vrai montant du financement, en tout cas le déficit, c'est 130 milliards en plus. Enfin, c'est 130 milliards, oui, en plus. Alors, justement, là, j'aime bien ce tableau, c'est le besoin de financement pour 2020. Donc, pas 21, hein, là on est sur l'année 2020 avec la crise du Covid, donc l'écart entre le décembre 19 et puis fin 2020. Bon, le besoin de financement d'un État. Donc, ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, le montant de la dette que vous allez émettre pour financer votre besoin. D'accord ? Le besoin de financement d'un État, il est composé de deux éléments. D'abord, évidemment, le déficit. Vous devez financer le déficit qui n'est que bêtement la différence entre les dépenses et les recettes. Si les dépenses sont supérieures aux recettes, vous devez financer le déficit. Comme on l'a vu tout à l'heure dans un relatif détail, on a 130 milliards de déficit supplémentaire, Covid, plus les 93 milliards qui avaient été votés, et on arrive, déficit à financer, si vous lisez, ça doit être la 7e ligne, 222 milliards ou 223 milliards. D'accord. Donc on comprend bien d'où ils viennent. C'est 90 milliards votés en 19 et les 130 milliards Covid. Voilà. Tout ça, ça nous fait 223 milliards. Puis il ne faut jamais oublier que dans le déficit à financer, que dans le besoin de financement, pardon, vous avez l'amortissement de la dette existante. C'est-à-dire que le Trésor français, il est, vous le savez aussi bien que moi, endetté. Nous avons une dette qui en 2019 était à peu près égale à 2400 milliards d'euros, à peu près le PIB, un peu moins que le PIB. Donc 2400 milliards. Cette dette, chaque année, il faut la rembourser. Et comment fait un État pour rembourser sa dette? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, parce que vous êtes pour la plupart de jeunes étudiants, mais en fait, on ne rembourse pas la dette sur le budget. C'est-à-dire qu'en fait, on ne rembourse pas la dette avec des recettes. Ce n'est pas le contribuable qui rembourse la dette et les impôts ne servent pas à rembourser la dette. En fait, on rembourse la dette en réémettant une nouvelle dette. Bien. Et donc, ça veut dire que le besoin de financement du Trésor pour l'année 2020, c'est la somme de la dette qui arrive à expiration qu'il faut rembourser. Alors, sur une dette de 2400 milliards, comme elle est assez longue, il n'y a que 136 milliards, c'est la première ligne, 136 milliards à rembourser. Donc, le Trésor français doit émettre de la nouvelle dette, 136 pour rembourser celle qui arrive à maturité, d'accord ? Et puis, vous avez le déficit à financer de 223 et vous arrivez à peu près à un total de 360 milliards d'euros. Ça, c'est ce que l'État devra émettre comme titre, comme dette pour financer son déficit 2020, 360 milliards. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, comment est-ce que l'État finance ce besoin? Il émet de la dette et il émet des titres qu'on appelle principalement des obligations. Et j'en parlais, Alfonso me le rappelait il y a quelques minutes, quand nous discutions avant la réunion. Vous savez que, alors, comment fait l'État pour financer sa dette? Toutes les semaines, il émet de la dette. Il ne va pas émettre les 360 milliards un jour, vous imaginez bien. Donc, en gros, il va émettre toutes les semaines de la dette. Donc, si vous dites en 2020, on a dû émettre 360 milliards, vous divisez en gros par 52 et vous trouvez à peu près 7 milliards par semaine que l'État doit emprunter. 7 milliards. Bon, eh bien, c'est précisément le montant, on en parlait avec Alfonso, qu'a émis le Trésor français récemment sur une dette qu'il a mise à 50 ans. C'est-à-dire que le Trésor français profite du fait que les taux d'intérêt sont très bas pour émettre une dette non pas perpétuelle, elle a 50 ans, qui sera remboursée dans 50 ans. Comment? En réémettant une nouvelle dette, d'accord? Et l'État profite de la baisse des taux d'intérêt puisqu'il a émis de la dette à un coupon de 0,3, mais en fait, en réalité, avec un taux d'intérêt qui est légèrement négatif, mais on rentrera peut-être dans les détails sur les taux négatifs après. Donc, 360 milliards, et donc on va émettre de la dette pour financer ces 360 milliards. Là, j'avais juste un élément sur les garanties, parce que ce n'est pas inintéressant. Le Trésor français a garanti
Ce n'est pas une dépense, encore une fois. Donc, c'est pas dans les 400, enfin, c'est dans les 450 milliards par erreur ou plutôt par communication. Vous savez, j'aime bien, et ceci n'est pas normatif, je ne critique en aucune manière, mais j'aime beaucoup cette phrase de Voltaire. Alors, je la connais parce que, comme je l'ai dit souvent, ne croyez pas que je suis encyclopédique, mais Voltaire définit la politique comme l'art de mentir à propos. L'art de mentir à propos. Quand vous dites on a mis 450 milliards sur la table, vous mentez. Mais vous mentez à propos, parce que ça a un effet rassurant, ça a un effet positif. Et chacun connaît le rôle de la confiance en économie, sur l'investissement, sur la consommation. Le ministre est arrivé en disant, vous savez, on a mis 70 milliards de dépenses en plus. Eh bien, je pense que les faits ont été bien inférieurs. Là, vous dites 450, et vous ne dites pas que dans les 450, il y a 315 de garantie, une grosse partie de report de charges, et que les vraies dépenses, c'est 80. Ça, vous ne le dites pas, évidemment. Bon, donc, mais nous, notre rôle, c'est d'accepter, mais de savoir ce qu'il y a derrière, de bien comprendre. Donc, ces garanties, regardez, ce n'est pas inintéressant. Pour le moment, donc là, c'est un tableau qui date de décembre 2020, donc qui est récent et qui est donné par Bercy. Le total des garanties octroyées par le Trésor aux banques qui ont prêté aux entreprises, on en est à 128 milliards sur un total de 315. Donc, il reste encore une enveloppe de garantie non utilisée par le Trésor français. Donc, en conclusion, important de bien distinguer les dépenses budgétaires, les reports de charges et les garanties. L'agrégation de ces trois montants donne un chiffre, etc. Ça, on en a déjà parlé. Le chiffre important est celui de l'augmentation du déficit attendu, 130 milliards, qui accroît le besoin de financement. Et en zone euro, on s'attend à peu près 1000 milliards, c'est-à-dire qu'il faudra financer à peu près 1000 milliards. Et là, moi, je ne suis pas inquiet. Et ça va être une des conclusions de mon exposé tout à l'heure, c'est que je pense que la Banque centrale, de manière indirecte, rachètera ce qu'il faut et qu'elle a déjà prévu de racheter beaucoup plus que les 1000 milliards. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiet sur l'absorption de l'augmentation de l'endettement dans la zone euro. La Banque centrale européenne le fera, d'autant, vous le savez peut-être, qu'elle a ce qu'on appelle le monopole de création ça s'appelle la base monétaire, en tout cas de monnaie centrale. Donc, en fait, elle peut très bien acheter tout simplement en créant de la monnaie. Ça, ce n'est pas un sujet. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Donc, mais à peu près 1000 milliards, vous voyez d'où ils viennent. C'est 130 milliards la France, puis vous multipliez en gros par 5 ou 6, et puis vous avez au niveau de l'euro. Alors, les fameux chiffres qu'on vous annonce en permanence, eh bien, le déficit 2020, il sera à peu près de 200, on avait dit 130 plus 93, 223 milliards. Vous le divisez par un PIB qu'on attend en baisse de 10%. Donc, il était de 2400 milliards, il sera de 90% de 2400 milliards en 2020. Et vous obtenez un déficit sur PIB d'environ 10%. Donc, ça, c'est ce qu'on attend. Alors, je vous rappelle qu'on a tous appris qu'il ne fallait pas que ça dépasse 3%. Mais évidemment, la situation aujourd'hui montre qu'on arrivera vers 10%. Quant à la dette publique, on était à 2380 précisément. Vous rajoutez le besoin de financement, l'amortissement de la dette existante plus le déficit nouveau, 360 milliards, on l'a vu tout à l'heure. On divise par le PIB, qui est le PIB de l'année dernière multiplié par 0,9 parce qu'on va baisser de 10%, et vous arrivez à un chiffre qui sera de à peu près 126%. Voilà. Là encore, je rappelle qu'on était à 60% dans Maastricht qu'il ne fallait pas dépasser. J'aime bien ce tableau parce qu'il a été fait par un institut que vous pouvez consulter sur Internet, enfin, dont vous pouvez consulter plus exactement les publications. C'est un accès libre, c'est l'Institut Bruegel, c'est un think tank. Et en fait, ils ont fait une étude alors, qui n'est pas merveilleusement mise à jour partout, mais sur une comparaison des interventions des États. Et moi, j'aime beaucoup ça, ce tableau, parce qu'il est construit exactement sur les trois piliers que j'évoquais tout à l'heure. Ce qu'ils appellent impulse, fiscal impulse, c'est le déficit, c'est-à-dire l'augmentation des dépenses et la baisse des recettes. Ça, pour ceux qui ont fait un tout petit peu d'économie, vous savez que ça crée un effet multiplicateur keynésien. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le stimulus fiscal en français. D'accord ? Donc, ça, ce serait les 130 milliards dans notre approche précédente. 130 milliards, donc 80 milliards de dépenses en plus, 50 milliards de recettes en moins. Deferral, c'est le report. Vous voyez qu'ils reprennent cette typologie, report. Et puis ensuite, vous avez des garanties. Et les garanties, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, mais évidemment, ils n'additionnent pas. Ils montrent juste
Alors, ils font ça en pourcentage du PIB. C'est pas toujours très pertinent, mais bon, c'est comme ça. Et vous voyez, ça c'est intéressant de comparer. Vous voyez que l'Allemagne a quand même, est le pays qui, de très loin, a eu le stimulus fiscal le plus important. 8% du PIB, et le PIB est bien plus élevé que le nôtre, de dépenses fiscales. Ensuite, la France s'en sort pas mal, 5%. Donc, si vous faites un petit calcul simple, pour vous dire mais d'où vient ce chiffre, un PIB de 2400 à peu près, 130 milliards de stimulus fiscal, 130 milliards divisé par 2400, ben, ça vous fait 5%. 5% de 2400, ça vous fait à peu près 130. Donc, on comprend ce chiffre. Bien. Sur les reports de charges, bon, ben, vous regardez, l'Italie, ils ont été plutôt sur le report de charges que sur le déficit fiscal, mais il était déjà tellement élevé qu'ils ne pouvaient pas trop jouer là-dessus. Et puis, les garanties. Et donc là, nous, on est à 14% du PIB. L'Allemagne a beaucoup garanti, 24%. L'Italie, 32%, les fameux emprunts. Bon, donc tout ça, vous regarderez. On ne peut pas rentrer dans les détails maintenant, d'autant qu'en accord avec Alfonso, ben, j'ai presque fini, et alors que je n'ai pas du tout été… Bon, mais ce n'est pas grave, vous aurez le document. Donc, je vous propose de parler encore, on va dire, une dizaine de minutes, et puis après, vous aurez des questions, et puis je vous laisserai mon mail, et puis vous pourrez me… Voilà. Alors, la Banque centrale, je voudrais quand même dire un mot sur la Banque centrale, parce que on entend dire la Banque centrale, elle a sauvé les économies de la zone euro, aux États-Unis, l'économie américaine. Sans la Banque centrale, on n'aurait rien pu faire. Vous vous rendez compte, elle a injecté près de 3 000 milliards d'euros. Bon. Alors, c'est pareil que les 450 milliards de Bruno Le Maire. C'est à la fois vrai et faux. C'est l'art de mentir à propos. Enfin, c'est la politique. Bon. Pourquoi? Ben parce que, en fait, la BCE, comment est-ce qu'elle a répondu? La BCE, je voudrais dire un mot. C'est d'abord la banque des banques. C'est-à-dire que vous, étudiants, vous êtes peut-être au Crédit Lyonnais, chez LCL, ou à la Société Générale, ou chez BNP. Votre banque, c'est LCL, BNP, Société Générale, HSBC. Les banques, elles ont une seule banque, et le Trésor aussi, ce qui est la Banque Centrale Européenne. Donc, eux, leur compte de dépôt, il est à la Banque Centrale Européenne. Voilà. Et donc, déjà, c'est important. Et donc, le stock de monnaie détenu par les banques à la Banque Centrale Européenne s'appelle la base monétaire. Je n'ai malheureusement pas l'occasion de faire un cours là-dessus, mais c'est très important. La monnaie que nous, on détient dans nos banques sous forme de dépôt, par exemple, ou dans nos tiroirs sous forme de billets, ou dans nos poches intérieures et extérieures, ça s'appelle la masse monétaire. Il y a une relation entre les deux, mais la BCE, elle crée de la base, pas de la masse. Hein. La masse, c'est les banques qui les créent quand elles prêtent. Bon, eh bien, je vais juste citer le PELTRO, ou plutôt le PEPP, ça s'appelle le PEPP. Ça veut dire plan d'urgence, c'est emergency. Alors, c'est pas PELTRO ici, hein, c'est PEPP, hein, c'est une petite erreur. C'est en fait un plan d'urgence d'achat d'actifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne, elle a décidé en mars d'acheter aux banques, c'est faire ce que vous savez peut-être le quantitative easing, d'acheter aux banques des actifs qu'elles détiennent, principalement des obligations, d'accord, d'État principalement, mais un peu aussi d'obligations d'entreprise, pour 1850 milliards. Elle a dit aux banques, ben, messieurs les banquiers, je vais vous acheter vos actifs que vous avez là, des obligations, et ça va être dans mon bilan, mais en contrepartie, évidemment, je vais vous créditer votre compte. C'est moi, si je vous dis, le Crédit Lyonnais vous dit, je vous achète votre frigo et votre plaque à induction, et je vous crédite votre compte, eh ben, c'est du quantitative easing. La banque, elle a son actif, un frigo et une plaque à induction, sauf que la BCE, elle a des obligations d'État et des obligations d'entreprise, principalement des obligations d'État. Et en contrepartie, elle crée de la base monétaire, c'est-à-dire de la monnaie dont disposent les banques. Et cette base monétaire, elle va pouvoir servir aux banques, être utilisée par les banques pour acheter les obligations qui sont émises par le Trésor pour financer le déficit qu'on a identifié tout à l'heure. D'accord? Donc, quand je disais tout à l'heure qu'au niveau de la zone euro, on allait être à 1000 milliards de besoins de financement. Vous voyez que la Banque Centrale Européenne, elle a déjà dit aux banques, messieurs les banquiers, je vais vous acheter 1850 milliards d'euros. Ça veut dire que je vais vous créditer votre compte de dépôt chez moi de 1850 milliards d'euros. Donc les 1000 milliards de besoins de financement, ce n'est pas un sujet. Il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a il y a depuis longtemps, depuis 2015, ce qu'on appelle aussi l'APP, Asset Purchase Programme, un programme d'achat d'actifs qu'on appelle le quantitative easing.
de 20 milliards par mois. Donc, vous rajoutez 20 milliards sur l'année 2020, ça fait 120 milliards, il faut rajouter. Les Peltro, c'est des prêts aux banques à long terme. LT, ça veut dire à long terme, 1100 milliards, allons-y. Et puis en mars, Madame Lagarde, elle a donné aux banques, non, elle n'a pas donné, elle a acheté des actifs aux banques, crédité leur compte de dépôt, 220 milliards. Le total, ne le faites pas, ça fait 3200 milliards. Bon, moi, je ne suis pas inquiet. Il n'y a aucun problème de financement. Bon, je vais passer très vite là-dessus et également sur les acteurs européens pour aller au financement et puis éventuellement répondre à vos questions parce qu'on n'a pas trop le temps. Bon, les 750 milliards d'euros, juste un mot. Quand on vous dit 750 milliards d'euros, en fait, c'est 350 milliards de prêts aux États donc, qui sont remboursés. Parce que vous allez me dire, mais monsieur, je ne comprends pas d'où viennent ces 750 milliards. On a compris d'où ils venaient par le Trésor, d'accord? Il va s'endetter. On a compris d'où ça venait aussi à l'instant. Mais là, ça vient d'où enfin, la Banque centrale, pardon. Et là, ça vient d'où? En fait, la Commission européenne a lancé un emprunt il y a à peu près un mois de 750 milliards d'euros auprès d'investisseurs privés en leur disant, messieurs les investisseurs privés, souscrivez à cet emprunt et cet emprunt va servir à prêter aux États en difficulté ou éventuellement d'ailleurs à leur donner des subventions. Donc tout ce qui est prêt par la Commission européenne aux États sera remboursé par les États, donc bon, 360 milliards, et les 390 milliards sont des subventions, et donc il faudra bien rembourser ceux qui ont prêté à la Commission européenne, les investisseurs privés. Et alors là, vous allez me dire, oui, mais d'où viendra le remboursement? Eh bien, on prévoit de nouvelles taxes, et ceux qui ont l'œil fin pourraient regarder sur les sites qu'on prévoit une nouvelle taxe numérique, une taxe carbone, une taxe sur les transactions financières qui refait le jour, qui revient en lumière. Et donc, il faudra financer ces 390 milliards de subventions versées aux États de la zone euro, enfin de l'Union européenne plus précisément, par de nouvelles taxes. Bon, je vais vite et je passe maintenant au financement. Est-ce que Alfonso peut me dire, ou Amine, est-ce que j'ai 5 minutes ou 10 minutes? C'est comme vous voulez. Écoute, Didier, 10 minutes, c'est très bien. Prends ton temps, hein. On n'est pas à la minute près, hein, donc tranquillement. C'est passionnant. Donc, prends ton temps, on peut dépasser un petit peu. Bon, ok, mais je vais essayer de tenir entre 5 et 10 et de me tenir à disposition des étudiants après sous des formes différentes. Bon, alors maintenant, le financement. Le financement, la BCE, ce n'est pas un sujet, puisqu'elle crée de la base monétaire, donc elle achète des actifs, elle crédite le compte des banques. Bon. Le financement de l'Union européenne, on a vu comment c'était fait. Ça, c'est l'Union européenne, enfin la Commission européenne, au nom de l'Union, a émis une dette de 750 milliards achetée par des investisseurs privés. D'accord? Il faudra les rembourser à l'échéance de la dette, bien sûr. Bon, donc là, ce n'est pas non plus un sujet, on a compris ce qui se passait. Là où il faut réfléchir, c'est le financement des dépenses par le Trésor, c'est-à-dire en fait nos 360 milliards, si on raisonne au niveau de la France. Hein, je rappelle, les 130 milliards de déficit et puis l'amortissement de la dette. Donc 130 milliards de déficit, le déficit voté 93 milliards, plus le 136 milliards d'amortissement de la dette existante. Bon, il va falloir trouver 360 milliards. Alors, quand vous avez 360 milliards, enfin même ce qui est purement Covid, c'est l'augmentation du déficit, c'est-à-dire 130 milliards. Vous avez 130 milliards Covid. Comment on fait? Il y a un économiste qui s'appelle Ricardo, je le disais en introduction, et je vous invite, vous étudiants, si vous êtes passionné par ça, si vous ne l'êtes pas, vous ne le faites pas, mais si vous êtes à regarder, c'est un papier qui se lit très bien, le papier de Ricardo en 1820 sur il y a une guerre et comment est-ce qu'on finance les dépenses de guerre. C'est exactement notre sujet d'aujourd'hui. Et Ricardo, tout en étant un économiste renommé, il dit des choses simples. Il dit, écoutez, il y a deux solutions, soit l'impôt, un impôt Covid, soit une dette Covid. Et il montre qu'en fait, les deux solutions sont équivalentes, contrairement à l'intuition. Alors, donc il rappelle qu'il y a deux solutions. Soit on pourrait dire, le gouvernement n'a pas décidé cette solution, lever d'un impôt guerre, c'est ce que propose Ricardo, 130 milliards d'euros aujourd'hui, puisque c'est l'augmentation des déficits, vous divisez par le nombre de ménages, ça veut dire que voilà, on demande à chaque ménage un impôt, une taxe de 4 300 milliards pour financer les dépenses politiquement favorables. Et donc, ce que dit Ricardo, c'est qu'elle devrait être perpétuelle, parce que les dépenses
de guerre et aujourd'hui ne seront jamais remboursés. Les dépenses pour la culture, c'est une dette qui n'est jamais remboursée. Ceux qui sont surpris ne soyez pas. Une action n'est jamais remboursée. Puisque vous touchez, si ça va, des dividendes, et puis vous revendrez l'action. Une dette perpétuelle, c'est une dette exactement identique, c'est-à-dire que vous allez toucher ce qu'on appelle un coupon, c'est-à-dire un taux d'intérêt, pendant une durée de vie infinie, mais vous verrez à celui qui détient la dette un coupon. Alors imaginons que Ricardo donne un exemple, que vous soyez à 2% de taux d'intérêt sur la dette perpétuelle. Donc là, vous prenez l'exemple, Bruno Le Maire annonce, mais il ne le fera pas, parce que je sais qu'il ne le fera pas, parce que je sais qu'il ne le fera pas, et puis lever une dette perpétuelle, par exemple, de coupon 2%. Ils disent, voilà, vous m'achetez 2% par an pendant une durée de vie infinie, et cette dette est négociable. Ce que démontre Ricardo, c'est que le coût est exactement le même. Pourquoi? Parce que, en fait, si les citoyens payent, alors, sur des générations qui vont jusqu'à l'infini, car on rentre dans ce qu'on appelle l'économie intergénérationnelle. Si en fait, chaque citoyen paye 2% d'impôts, puisque c'est en effet, il faut que le Trésor français rembourse sa dette, eh bien, paye les coupons, excusez-moi. La somme à l'infini de 2% actualisée, je vous fais cadeau du calcul, vous donne exactement 130 milliards. Donc, c'est exactement pareil aujourd'hui de lever un impôt de 130 milliards économiquement. Donc, si vous levez un impôt de 130 milliards, ça coûte à la collectivité 130 milliards. Ça, c'est pas la peine d'avoir fait une école prestigieuse pour le savoir. Mais si on le fait, vous payez 2% d'intérêt par an la collectivité pendant une durée de vie infinie, quand vous actualisez 100% par an. Et c'est ce qu'a démontré Ricardo. Donc, il dit au fond, c'est le fameux théorème de l'équivalence ricardienne, ça revient au même de lever un impôt ou de dire aux générations futures jusqu'à l'infini, vous paierez 2% parce que la somme actualisée de 2% fait 130 milliards. Oui, mais je sais, vous allez me dire, mais attendez, là, je ne suis pas d'accord. Parce que si on paye tout de suite, c'est la génération présente qui paye l'impôt. Si on émet de la dette, on se lave les mains et c'est les générations futures jusqu'à l'infini qui paieront cette dette sous forme d'impôt. Donc, voilà, c'est pas pareil. Mais Ricardo dit, si, c'est pareil. Il y a une petite économiquement équivalente. On a cependant l'impression que l'endettement fait supporter aux générations futures le paiement de la charge d'intérêt. Oui, mais Ricardo dit, la solution d'un impôt par la génération présente, donc là, le gouvernement, Jean Castex dit, on la richesse de la génération actuelle et finalement le patrimoine qu'il va transmettre. Et donc, au fond, Ricardo, c'est exactement la même chose. C'est la génération future qui paye, d'accord. Si vous le c'est la génération, mais aussi la génération future, puisque vous remettrez en héritage un patrimoine qui sera mis et sans élément de raisonnement. Donc, pour Ricardo, c'est pareil de lever un impôt ou bien de faire en sorte, d'émettre une dette perpétuelle, même si après, parce que je vais vous dire que les revues d'économie sont truffées d'articles qui disent oui, c'est pas exactement quand même pareil parce que toc, 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 mais en tout cas, voilà un cadre de réflexion utile. Vous voyez ce qu'écrit dans son essai Ricardo, en termes d'économie, il n'y a aucune différence entre soit faire payer 20 millions aujourd'hui ou il a un taux d'intérêt ici de 5%, 1 million par an forever, c'est-à-dire en endettement perpétuel. Bon, je vais quand même dire un mot de l'hélicoptère monétaire parce que c'est aussi une solution. Alors, oui, excusez-moi, parce que comme j'essaie d'aller assez vite, je ne voudrais pas oublier deux choses. La première, c'est le Trésor français, il a décidé d'émettre une dette de maturité finie. On a vu hier 50 ans, et donc en fait, il n'est pas parti dans la dette perpétuelle. Donc, il faudra en effet un jour rembourser cette dette. Et là, il y a une réflexion que je vous invite à vous approprier et à laquelle vous réfléchir. Au fond, il y a pas mal de gens qui disent, mais il faudrait effacer la dette. Une des solutions, ce serait d'effacer la dette. Alors d'abord, quand on parle d'effacement de la dette, soyons précis, il ne s'agit pas d'effacer la dette détenue par des investisseurs privés, c'est-à-dire par ceux qui ont acheté la dette de l'État, qui sont des assureurs, ou qui sont des banques, ou qui sont des fonds.
On ne va pas dire demain matin à AXA, monsieur AXA, même si les assureurs sont en ce moment très contestés, on ne va pas dire à AXA, les obligations d'État que vous avez financé la dette Covid, finalement, on l'efface. Non. Quand on parle d'effacement de dette, ce serait la dette détenue par la Banque centrale européenne. Celle-là, on peut l'effacer. Enfin, on peut l'effacer politiquement, ça ne pose pas de problème. Effacer la dette détenue par AXA, Groupama ou une banque, je pense politiquement, ça pose un problème. Alors pourquoi y regarder? C'est assez malin. En fait, comme je l'ai dit en introduction, le Trésor, il émet de la dette. Cette dette, elle est aujourd'hui achetée par des banques, puisque vous savez que le traité de Maastricht, les traités européens, interdisent que la Banque centrale achète directement la dette émise par le Trésor, c'est-à-dire finance directement le Trésor. En réalité, ça revient au même, mais il le fait via les banques. C'est-à-dire que le Trésor, il émet de la dette. Qui achète? Les assureurs, mais aussi beaucoup des banques. Les banques, principalement les banques. Les banques, en fait, elles achètent et ensuite elles revendent directement à la Banque centrale. Donc, la dette, elle arrive à l'actif du bilan de la Banque centrale, mais en passant par les banques. Donc, vis-à-vis du traité européen, vous dites, c'est légal. Le Trésor ne finance pas, la Banque centrale ne finance pas directement le Trésor. C'est les banques qui le font. Oui, mais le Trésor, mais la Banque centrale, elle rachète aux banques ce qu'elles ont acheté au Trésor. Donc, c'est une espèce de truc qui revient au même, mais bon, politiquement, ok, on reviendra sur ce sujet. Juste un mot, en août dernier, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a dit quand même que les achats faits comme ça de la Banque centrale européenne aux banques étaient illégaux parce que ça revenait à du financement direct, sauf que, bon, on passait par les banques, mais ça revenait exactement au même. Peu importe. Donc, les banques achètent la dette au Trésor et ensuite la revendent à la Banque centrale. Très bien. Imaginons maintenant la Banque centrale, elle devra rembourser cette dette. Le Trésor devra rembourser cette dette. Lorsqu'elle remboursera cette dette, comment elle fera? Elle émettra une nouvelle dette. Donc, il n'y aura pas de sujet. Donc, le seul coût pour le Trésor, c'est les intérêts. Or, qu'est-ce qui se passe? Si c'est la Banque centrale qui détient la dette, le Trésor va payer les intérêts à la Banque centrale. Donc, plus aux investisseurs privés ni aux banques, puisque les banques ont revendu à la Banque centrale. Donc, la Banque centrale va toucher les intérêts du Trésor. Mais à qui appartient la Banque centrale? La Banque centrale européenne, elle appartient aux États. Et en fait, elle va reverser sous forme de dividendes les intérêts qu'elle a reçus du Trésor sur sa dette. Coût nul. C'est-à-dire qu'il y a un truc de mistigris incroyable, c'est que si c'est la Banque centrale qui détient la dette émise par le Trésor, c'est donc elle qui va recevoir les coupons versés par le Trésor, mais en fait, elle va les redonner au Trésor sous forme de dividendes, puisque la Banque centrale appartient au Trésor. Et donc, disent certains, dont Patrick Artus, que vous connaissez probablement, ce n'est pas la peine de parler d'hélicoptère ou d'effacement ou de je ne sais pas quoi. Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. Ah, merveilleux. On va entendre, désolé. Bon, alors attendez. Bon, écoutez, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais si je veux résumer, Ricardo propose une dette perpétuelle. L'Espagne a dit oui partiellement. La France a dit non. La France a dit on émettra de la dette long terme, mais avec maturité finie. Et certains économistes disent la dette. Vous m'entendez là? Parce que moi j'ai un signe que c'est… Oui, oui, je vous entends très bien. Internet, bon, ok. On vous entend très bien. On était resté à l'Espagne voulait une perpétuelle et la France a refusé. Je vous remercie. Je termine là-dessus. Donc la France va émettre de la dette. Si on fait la dette par les banques, la dette, la Banque centrale, est-ce que là vous m'entendez de nouveau? Oui, on vous réentend. Est-ce que là vous m'entendez de nouveau? Non? Oui. Bon, je pense qu'on va finalement accélérer la conclusion parce que c'est un peu compliqué. Donc, vous avez mon papier, enfin mon PowerPoint. Je pense que vous avez, grâce à Ameline, mon adresse mail. Vous n'hésitez pas à m'adresser un mail si vous voulez des informations complémentaires. Et puis, si ça peut fonctionner, je peux répondre à quelques questions que Alfonso aura. Vous n'entendez plus. Bon, donc je peux essayer de répondre à quelques questions.
Sinon, eh ben, vous lisez le document et vous m'envoyez un mail. Enfin, là, je crois qu'on a parlé 1 heure et je pense qu'on a quand même pas mal avancé. Exactement. Merci beaucoup, Didier, pour exposé très intéressant et, et brillant. Vraiment super. Alors, on a quelques questions. Il y a quelques coupures un petit J'entends peu. très mal. Tu reçois des coupures aussi. Est-ce que tu m'entends, Didier? Ouais. Moi j'entends un mot sur 4, mais j'ai entendu. Pardon? Ah, tu m'entends? Alors, Moi, j'avais. je ne t'entends plus là. Tu m'entends pas? Ah, ça y est, là. Tu as récupéré. Très bien. Bien, Alfonso. Alors il y avait une question qui était est-ce que la BCE a une limite d'intervention? Voilà. Et quelle est la garantie de la BCE pour la création de sa base monétaire? Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai bien relu évidemment les textes. Donc, ce qui est interdit par les traités européens, c'est le financement direct du Trésor. C'est-à-dire le Trésor n'a pas, par la BCE. La BCE n'a pas le droit, lorsque le Trésor émet de la dette pour financer son déficit, n'a pas le droit d'acheter cette dette et en contrepartie de créditer le compte de dépôt du Trésor à la Banque centrale. Ça, c'est interdit parce qu'on considère que c'est créateur de monnaie, etc. En revanche, ce qui est très curieux, c'est qu'elle autorise le fait que les banques achètent la dette et la revendent à la Banque centrale, ce qui revient strictement au même. Parce que quand la banque achète la dette du Trésor, elle crédite le compte du Trésor, il y a un virement en monnaie banque centrale à la BCE des banques vers le Trésor, et ensuite la banque revend sa dette au Trésor. Donc ça revient exactement au même, mais de manière très curieuse, ça c'est autorisé. Alors moi je discute beaucoup de ces sujets-là. Il y a aujourd'hui un vrai risque sur la légalité des interventions. Parce que au regard de l'économie, c'est du financement direct. Ce n'est pas du financement sur le marché primaire, oui, en effet, mais ça revient quand même à financer le Trésor en passant par les banques. Alors, il y a un vrai risque. Aujourd'hui, la Cour de justice répond, et elle a déjà répondu non, c'est légal, mais je connais un certain nombre de personnes qui disent que la partie n'est pas terminée. Cela étant, imaginons que la BCE dise, finalement, la Cour de justice dise, ce que fait la BCE n'est pas légal, parce que ça revient du financement direct du Trésor, vous imaginez la situation? C'est-à-dire qu'en fait, les taux d'intérêt exploseraient, le prix des obliges s'effondrerait, et donc je pense que la seule raison pour laquelle la Cour de justice continue de dire c'est légal, c'est qu'en fait, le scénario, enfin il y aura un scénario catastrophique, si elle disait qu'en fait c'était illégal. Mais pour moi, c'est illégal. Ce qu'elle fait, on finance directement. D'ailleurs, entre nous, qui détient 30%, plus de 30% de la dette souveraine, c'est la BCE. Alors qu'on ne me dise pas que la BCE ne finance pas le Trésor. Elle a 30% de leur dette, vous vous rendez compte? 30%. Donc voilà, et ça va continuer. Ça va continuer, puisque vous avez vu son plan de 3 000 milliards. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la BCE, elle peut faire ce qu'elle veut, parce que c'est un jeu d'écriture. Elle achète des actifs et elle crédite le compte. Donc, elle a le monopole de création de ce qu'on appelle la base monétaire. Alors, j'avais un petit peu en synthétisant deux, trois questions, en parlant du financement. Oui. Donc, effectivement, à un moment ou à un autre, il faudra quand même rembourser et payer. Donc, tu as évoqué, entre autres, une des possibilités, la création de nouveaux impôts. Voilà. Donc, à nos étudiants nous demandent si effectivement, là, par exemple, la taxation des GAFAM peut venir combler la dette ou en tout cas aider. Alors, est-ce que c'est un impôt qui est viable, comme taxer par exemple les GAFAM, ou est-ce que tu penses qu'on va plutôt aller vers une solution d'une imposition directe auprès, je dirais, des Français? Voilà, tout en sachant que le gouvernement a quand même annoncé qu'il n'augmenterait pas les taxes et les impôts. Donc, pour toi, quelles seraient ces marges de manœuvre aujourd'hui? Alors, déjà, les impôts, l'augmentation des taxes, pas des impôts, est déjà prévue pour en fait rembourser la partie des 750 milliards empruntés par l'Union européenne
pour verser aux États. Je rappelle qu'il y a 390 milliards de subventions qui vont être versées aux États de la zone euro, dont d'ailleurs au passage, enfin de l'Union européenne, au passage 40 milliards pour la France. Bon. Cette partie-là de subventions, si c'est des prêts sur les 750 milliards, il y a des prêts, donc il y a 260 milliards de prêts, donc ça sera remboursé par les États. Le reste, ça sera remboursé comment? Comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà, et j'invite les étudiants qui ont posé la question à regarder le site de l'Union européenne, il y a déjà un certain nombre de taxes qui sont prévues, mais évidemment, on est assez discret. Il y a celle que tu évoques, Alfonso, il y a évidemment la fameuse taxe sur les GAFAM, il y a aussi une révision de la taxe carbone, il y a aussi le retour de la taxe sur les transactions financières qui n'a jamais vu le jour au niveau européen. Et là, l'idée, ce serait de taxer, et en particulier les fonds, et en particulier ceux qui opèrent sur les marchés de matières premières agricoles et qui contribuent à faire monter le cours des matières premières agricoles. On considère que les interventions des fonds sur les marchés à terme de matières premières agricoles créent ce qu'on appelle une externalité négative en économie, c'est-à-dire une hausse des coûts des matières premières agricoles qui empêche l'accès à l'alimentation, qui augmente le coût des pays émergents. Donc, il y a sur le site de l'Union européenne déjà 4 taxes qui sont prévues, mais pour financer les 390 milliards de subventions données par l'Union européenne aux États. Maintenant, si tu me poses la question au niveau de la France, je ne sais pas, parce que je pense que c'est purement une décision politique, que la politique d'Emmanuel Macron a toujours été de dire il n'y aura pas d'impôt. Moi, ce que je pense, comme j'ai essayé d'expliquer, c'est que le volume annoncé de la Banque centrale européenne permettra d'absorber la dette et qu'on pourra sortir de la situation juste par un endettement. Les taux d'intérêt sont très bas, la dette sera remboursée en rémettant une nouvelle dette, donc en fait, il n'y aura pas de sujet de remboursement de la dette par le Trésor, et puis les intérêts seront, si on continue, versés à la Banque centrale qui les reversera en dividendes au Trésor. Donc j'ai un peu l'impression qu'on pourra se passer, alors il y en aura peut-être un peu, mais en tout cas d'un plan important d'impôts et que l'endettement public suffira pour financer l'augmentation des dépenses. Alors, dernière question. Il y a beaucoup de questions à pas répondre à tous, mais en changeant un petit peu de sujet, effectivement, nos étudiants nous posent la question sur les taux d'intérêt. Oui. Puisqu'ensuite, il y a eu des périodes où on a eu des taux d'intérêt négatifs. Oui. Ils sont encore très bas, et donc je pense qu'effectivement, tout ça aide au financement, le fait d'avoir des taux bas. Quelle est ta vision sur les taux? Est-ce qu'on peut continuer pendant encore très longtemps à avoir des taux bas comme ça, et puis finalement, pourquoi pas, j'ai vu dans d'autres pays, ou est-ce qu'il y a un risque d'une remontée des taux qui ferait vaciller un petit peu tout le schéma qui était mis en place? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, pourquoi il y a des taux d'intérêt négatifs? Parce qu'il y a beaucoup de citoyens, peut-être quelques étudiants, qui ne le savent pas. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'un investisseur va acheter un actif qui lui rapporte un taux d'intérêt négatif? Autant ne rien faire. Alors, en fait, pourquoi les taux sont négatifs dans la zone euro et au Japon, et pas aux États-Unis? Pour une raison technique très simple. C'est que, comme je l'ai peut-être dit rapidement tout à l'heure, les dépôts des banques à la Banque centrale, ce qu'on appelle la base monétaire, les dépôts des banques à la Banque centrale sont taxés, c'est-à-dire il y a un taux d'intérêt négatif qu'on appelle le taux de facilité de dépôt de moins 0,50%. Ça veut dire que les banques qui ont quelques milliards d'euros auprès de la Banque centrale européenne, eh bien, ces dépôts-là sont rémunérés à moins 0,50%. Donc, quand vous êtes une banque, que votre compte de dépôt est rémunéré à moins 0,50, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous achetez des actifs sans risque, puisque la Banque centrale, c'est sans risque, c'est un dépôt sans risque, et donc vous achetez des obligations allemandes et des obligations françaises uniquement, et vous êtes prêt à les acheter jusqu'à un taux d'intérêt négatif de moins 0,49%, parce que vous préférez encore avoir moins 0,49% en achetant des obligations allemandes ou françaises d'État, bien sûr, que d'avoir moins 0,50 sur votre compte. Et donc, si demain matin, Christine Lagarde, alors pourquoi est-ce qu'on avait fait ça? Pour inciter les banques précisément à prêter et à ne pas garder leur base monétaire sur leur compte. Si demain matin,
Christine Lagarde dit « Je remets le taux de facilité de dépôt, qui est l'un des taux directeurs, à 0%, il n'est plus négatif, il n'y aura plus une seule obligation qui sera à 0%, à moins quelque chose. On sera à 0%. Donc ça, c'est déjà une explication technique très simple. Pourquoi les taux sont négatifs? Maintenant, deuxième chose, je crois que ce que tu dis, c'est très important. Aujourd'hui, les investisseurs, les fonds et les assureurs, y compris les assureurs, disent « Mais attendez, moi, je place mon argent à un taux négatif parce qu'il faut quand même que j'achète des machins sans risque. Bon. Et donc, je ne peux pas continuer comme ça. » Et on observe sur les marchés financiers une recherche de risque pour avoir un rendement meilleur qui, moi, me paraît très inquiétant. On a une augmentation du poids des actifs risqués dans les portefeuilles de fonds et les portefeuilles, y compris d'assureurs, qui me paraît inquiétant. Et je vais vous donner un ou deux chiffres. Savez-vous que selon une étude qui a été publiée par Standard & Poor's récemment, 25% des émissions obligataires dans le monde l'année passée, en 2019, a été émis par des junk bonds. Ça a été des junk bonds, c'est-à-dire des obligations pourries. 25%. Ça veut dire qu'il y a une recherche d'appétit par les investisseurs pour le risque parce que ça leur apporte moins 0,49 d'avoir des obligations allemandes. Bien, première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, dans les portefeuilles obligataires de la planète, étude de Standard & Poor's, 50% des obligations sont triple B. Alors, je ne sais pas si chacun des étudiants connaît bien un peu les notations des agences, mais triple B, c'est la dernière notation, c'est la plus basse des obligations non risquées. Après, vous passez dans la catégorie des junk bonds, des obligations pourries. Et le problème est que s'il y a quelques défauts, donc ces obligations-là, elles ont des tout petits rendements, enfin, elles ont des rendements positifs, mais comme tout le monde les achète, leur rendement, il n'est pas si élevé que ça. Et si vous avez un défaut, tous ceux qui sont en triple B vont passer en dessous, dans ce qu'on appelle speculative grade, c'est-à-dire des obligations pourries. Et là, vous avez tout un tas d'investisseurs qui n'ont pas le droit d'avoir ça en portefeuille, à commencer par les assureurs. Ils peuvent avoir des obligations triple B, mais pas en dessous. Donc, qu'est-ce que vous faites s'il y a des gens triple B qui passent en dessous? Vous vendez. Et là, vous avez éventuellement un crack obligataire, parce qu'il y a plein de gens, 50% des portefeuilles qui sont triple B. Donc, moi, si vous voulez, le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est en fait la composition des portefeuilles obligataires qui en fait illustre un énorme risque par le poids des obligations risquées. Et donc, s'il y a quelques défauts importants qui se passent, nous ne sommes pas à l'abri d'une crise obligataire qui pourrait être une crise systémique parce qu'il y a des nœuds de contagion importants. Donc, cette histoire de taux négatif, c'est gentil de dire l'État est très content parce qu'il emprunte à taux négatif, mais la contrepartie, c'est qu'il y a des investisseurs qui en ont marre d'avoir du moins quelque chose, qui cherchent du plus. Et pour avoir du plus, il faut prendre des trucs risqués. Et si vous prenez des trucs risqués et qu'il y a quelques défauts, et bien là, vous avez une vraie crise. Donc moi, je suis très sensible à ça, d'autant, et je ne veux pas être trop long, que ceux qui ont beaucoup de ces obligations-là, c'est des fonds. Vous connaissez tous BlackRock, Vanguard, des gros fonds américains. 7 000 milliards de portefeuilles obligataires chez simplement BlackRock. Eh bien, s'il y a une partie qui part, eh bien, je peux vous dire que ça va faire très mal sur le marché. Donc, moi, cette histoire de taux négatif, elle m'inquiète parce qu'elle pourrait être à l'origine d'une nouvelle crise systémique. Ben écoutez, merci beaucoup Didier. Je dirais pour finir, ce qu'on voit aux États-Unis, puisque les citoyens américains ont reçu un chèque de la part du gouvernement, en tout cas, tous ceux qui avaient des revenus inférieurs à 75 000 $ annuels. Donc, c'est quand même une partie qui est importante. Et ce qui est étonnant par rapport à, je dirais, l'Europe, la vieille Europe, c'est que 50% de ces sommes se sont investies dans la bourse. Donc, effectivement, on voit que certains indices boursiers, entre autres américains, côtoient des records, malgré les difficultés qu'on peut percevoir. On voit aussi, pour faire un peu la jointure avec les obligations, que certains penny stocks, donc des toutes petites valeurs américaines, connaissent des parcours totalement incroyables, dus sûrement à des investisseurs non avertis qui reçoivent une épargne complémentaire. Et on voit là une différence culturelle de comportement où nous, l'argent va plutôt dans le livret A, qui subit des records qui sont très importants. Et je dirais, pour finir, on peut imaginer aussi dans cette recherche de plus-value des classes d'actifs un petit peu originales. Je pense entre autres à la hausse du Bitcoin récemment, qui était aux alentours de 6 000 à 7 000 $ il y a encore quelques semaines,
pour quasiment atteindre les 40 000 $, Ouais. voilà, et qui se tient assez bien. Et donc, ça, c'est aussi un actif particulier. Et on voit aussi, par exemple, l'or physique qui se tient très, très bien. Donc, on est à la recherche de plus-value, c'est certain, et les taux, ils sont pour quelque chose. Et donc, effectivement, s'il y a des risques, c'est de ce côté-là. C'était Gérard Beckerman qui avait fait Oui, je connais, oui. président de l'affaire, professeur chez Financia, un des fondateurs de Financia au conseil scientifique, me disait que pour lui, son plus gros risque, à la limite, n'était pas tellement la remontée des taux, mais sa rapidité. C'est-à-dire que si ça se faisait tout doucement par petits paliers, on pourrait s'adapter, mais si on venait avoir une remontée des taux très rapide, effectivement, ça serait vraiment une difficulté et une triste. Ouais. Didier, merci beaucoup. C'était vraiment c'était passionnant. Merci aussi à tous les étudiants. On a un petit peu dépassé l'horaire, mais merci d'être présent. Merci beaucoup pour toutes ces questions qui ont amené un dynamisme et un échange à la fin de cette présentation. Et je vous dis tous à très bientôt pour notre prochaine masterclass. Juste, Alfonso, si tu permets, Ameline peut donner, parce que plusieurs étudiants m'ont demandé mon mail là, enfin sur les. Donc, Ameline peut donner mon mail et les étudiants peuvent m'écrire. Hein. Très bien, c'est parfait. Voilà. Et on sera vraiment ravis s'il y a d'autres questions qu'on n'a pas traitées ou quoi que ce soit. Il y a eu quelques petites coupures à la fin, mais sur l'ensemble, ça a été vraiment très, très bien. On a pu suivre. Petite coupure au moment de Ricardo, mais justement, je vais laisser les étudiants aller chercher d'eux-mêmes parce qu'effectivement, c'est une base essentielle, je dirais, quand on s'intéresse à l'économie. C'est théorie et surtout aujourd'hui. Et effectivement, on fera passer le slide et puis les questions éventuellement, on sera ravis de continuer finalement cet exposé. Eh ben, j'étais ravi. Merci Alfonso. Merci Merci Ameline pour l'organisation.